Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Nous avons eu la chance de rencontrer Pierre du syndicat CNTAIT à l'Union pacifiste. Nous allons parler avec lui des déserteurs russes et ukrainiens et ce sera le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Mais auparavant, j'ai posé à Pierre une question sur le mât d'asile dont les fidèles auditrices et auditeurs de Civis Pacem se souviennent peut-être. Le mois dernier, nous avons rencontré Maïlis Boufartik qui s'occupait du festival Histoire de se rencontrer. Ce festival a lieu précisément au mât d'Asile, un village des Pyrénées ariégeoises. Alors, comme Pierre connaît le mât d'Asile, il va nous apporter quelques précisions sur ce village. Tu as des informations complémentaires, notamment sur cette fameuse grotte. Alors, qu'est-ce que c'est cette grotte ? Alors, effectivement, le mât d'Asile... Comme son nom l'indique, il y a le mot asile dans le nom du village, parce qu'en fait, c'était un village de gens qui étaient plutôt réfractaires à l'ordre royal, puisqu'on est à l'époque de Louis XIV. C'était des gens qui étaient plutôt protestants à l'époque où la religion de l'État français était plutôt le catholicisme. Et donc Louis XIV avait révoqué l'édit de Nantes, l'édit de tolérance religieuse. Et donc il envoyait ses dragons, les dragonnades un peu partout en France pour remettre au pli tous ces protestants qui n'étaient pas dans la bonne ligne religieuse. Et les gens du Mas d'Asile refusaient de plier aux injonctions et donc ils s'étaient calfeutrés dans cette grande grotte où coule la rivière locale, je crois que c'est la Lèze. Ah non, c'est la Rise, voilà, c'est la Rise. Et donc ils s'étaient calfeutrés dans cette grande grotte pour signifier leur refus d'obéir et d'abjurer leur foi, quoi. Et donc la grotte a été assiégée par les dragons de Louis XIV et finalement, alors je sais plus si c'est les dragons qui ont fait exploser la grotte ou si c'est les Asiliens qui eux-mêmes s'étaient réfugiés là qui ont fait exploser la grotte. Mais en fait, toujours est-il que ça a été un acte de résistance aux dragonnades et à l'ordre moral de l'époque. Et cette grotte peut encore se visiter aujourd'hui ?
Ah oui, alors tout à fait, on peut pas la louper parce que en fait la grotte, elle est sur la route qui mène de Montesquieu à Foix, je crois. C'est ça. Et donc en fait, en voiture, on la traverse. Elle est immense, elle est énorme. Et on peut même se garer, ou si on est en vélo, aussi on peut s'arrêter. Et puis on peut descendre à pied et on peut visiter l'intérieur de la grotte. C'est une grotte qui a été occupée dès l'époque préhistorique. Ah oui. Puisqu'il y avait déjà à l'époque préhistorique des abris sous roches et des campements. D'ailleurs, il y a une période préhistorique qu'on appelle l'Asilien, parce que c'est du matériel lithique, enfin des pierres taillées caractéristiques du mas d'Asile et qui ensuite ont servi à caractériser des pierres taillées identiques un peu partout en Europe. Alors, est-ce que dans cette grotte, il donne quand même des informations historiques ou est-ce qu'on peut, quand on la visite, est-ce qu'il y a quelqu'un qui informe? Alors, je ne sais plus s'il y a quelqu'un qui informe, parce qu'il y a quelques années que je ne suis pas allé, mais en tout cas, il y a un circuit, on peut visiter, il y a un petit musée de fait. Ouais, non, c'est très intéressant, ça vaut le coup de voir. Je crois même je me demande même s'il n'y a pas un endroit avec des traces d'ours préhistoriques conservées dans la glaise. Enfin, moi j'ai souvenir, j'y avais été avec ma fille il y a quelques années, et ça l'avait beaucoup impressionné, elle avait beaucoup aimé. Bon, alors on va dire où ça se trouve exactement. C'est dans les Pyrénées dans l'Ariège, oui. Et pas loin de la ville de Foix, parce que je crois que c'est à 20 ou 30 km de la ville de Foix. Bon, alors maintenant on va peut-être parler quand même un peu de la CNTAIT. Alors la CNTAIT, j'ai lu, je connaissais un peu, mais enfin j'ai relu la Confédération nationale du travail qui a été créée, alors je vois, à Paris en 1946. Et la section française de l'Association internationale des travailleurs fondée en 1922. Alors tout de suite après l'IRG, qui était en 1921. Et en fait c'est lié. C'est lié ? Et en fait c'est tout à fait lié parce que l'AIT en fait c'est une organisation internationale qui se crée en 1922 et qui se veut une réaction contre l'internationale syndicale rouge, contre les bolcheviks. Et un des moteurs de la création de l'AIT en 1922, c'est l'antimilitarisme et la lutte contre la guerre. Voilà. Et parmi les animateurs de l'AIT, dès 1922, on va retrouver des gens comme Bernard de Liert, Albert de Jong, qui étaient des Néerlandais. Un des fondateurs aussi, c'est Arthur Lenning. Donc des gens qui sont liés avec l'internationale des résistants à la guerre, et à tel point que dans les années 20, dans les années 30, l'AIT et le bureau et l'internationale des résistants à la guerre vont créer un groupe en commun qui va s'appeler le Bureau antimilitariste international et qui va éditer des choses en commun. Donc on a vraiment une longue histoire. Et dès sa création en 1922, l'AIT édite un texte contre la guerre et appelant au boycott de toutes les guerres, au boycott de la fabrication d'armes, etc., etc. Donc ça fait vraiment partie de notre ADN, j'allais dire. Et parmi les créateurs de l'AIT, on retrouve un Allemand qui s'appelle Rudolf Rocker, dont des copains au Canada là, viennent de traduire un texte qui date de 1919. Donc Rudolf Rocker, en 1919, était intervenu au congrès des syndicats des usines d'armement allemandes, et il avait fait une intervention pour dire pour arrêter la guerre, il faut arrêter les marteaux. C'est-à-dire, il appelait les soldats de l'armement à arrêter de travailler pour l'armement, tout simplement, dès 1919. Donc ça veut dire que voilà, l'AIT a vraiment un lien très fort avec tout ce qui est antimilitarisme et pacifisme même. Bon, ben alors Pierre, tu vas être obligé d'écrire un article pour notre revue, parce que c'est très intéressant, moi je ne le savais pas. Bon, je pense que les spécialistes, d'autres spécialistes doivent le savoir, mais enfin moi je connaissais pas ces relations entre l'AIT et l'IRG maintenant. Et alors après, je vois donc à Paris en 1946, alors là on est après la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait, alors en fait... donc il y avait donc la CNTAIT se revendique de la tendance anarcho-syndicaliste. Donc avant-guerre, il y avait une section française de l'AIT qui s'appelait la CGT-SR anarcho-syndicaliste, donc qui était distincte de la CGT et de la CGTU. Et puis pendant l'occupation et
et à la libération entre guillemets. Donc la CGT se recrée dans toutes ces tendances, y compris anarcho-syndicalistes. Et en 1946, il est évident que les communistes, les staliniens, on va dire, ont mis la main sur la CGT, qu'il n'est plus possible de travailler librement au sein de la CGT. Et donc, les anarcho-syndicalistes quittent la CGT pour créer la CNT en 1946. J'aimerais revenir, si tu veux, sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Parce que là aussi, il y a un lien, je pense, très fort entre les pacifistes et les anarcho-syndicalistes. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, le petit réseau, donc les anarcho-syndicalistes, la CGT-SR, est interdite dès 1939 donc par la République. Donc ça veut dire qu'ils rentrent dans une forme de clandestinité. Mais un certain nombre d'entre eux décident de ne pas aller se battre. Et notamment André Arru, qui était membre de la CGT-SR, donc de la section de l'AIT de l'époque. Il va pas se battre. D'ailleurs, il s'appelait René Solière. Arru, c'était son nom d'emprunt. Et pendant l'occupation, eh bien, les membres de l'AIT, Arru, Lapeyre à Bordeaux, Voline, alors qui n'était pas membre de l'AIT mais qui était associé à l'AIT, créent un petit groupe de résistance et un réseau de résistance. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce groupe de résistance anarchiste, pendant la Seconde Guerre mondiale, édite des textes, édite des affiches qui sont imprimées par les frères Lyon, qui étaient des grands imprimeurs de la résistance du côté de Toulouse et qui sont d'ailleurs morts que les nazis ont exterminés. Et ils écrivent un texte, une affiche notamment, qui est très célèbre, qui s'appelle Mort aux vaches, enfin très célèbre dans le petit cercle, Mort aux vaches, donc en 1943, dans lequel ils disent nous ne voulons ni de la croix gammée, ni de l'étoile rouge, ni de la francisque, ni de la croix de Lorraine. Et donc, c'est quand même intéressant parce que ça montre que même dans des circonstances dramatiques, comme la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours un espace pour avoir une position qui rejette tous les camps en présence. Et ça, c'est intéressant si on remet ça dans le contexte actuel par rapport à ce qui se passe en Ukraine ou ailleurs. Mais on y reviendra peut-être. On va y revenir. Mais c'est intéressant parce que justement, est-ce qu'ils étaient dans la France Sud, est-ce qu'ils étaient basés quelque part? Parce que bon, comme ils étaient clandestins, on ne sait pas trop où ils se situaient, mais et comment ils faisaient leur journal, parce qu'il y en a beaucoup qui ont écrit des journaux clandestins comme ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'ils étaient basés dans une région de France particulière? Alors, ce réseau-là était plutôt dans le sud de la France. Ah oui. Il se partageait entre Bordeaux, Toulouse, Marseille. Ah oui. Quand ils ont commencé leurs activités, c'était avant l'occupation de la zone sud, donc avant novembre 1942. Mais l'affiche, par exemple, dont je parle, date de 1943. Donc là, ils ont continué leur activité alors que le sud était occupé. Et ils étaient particulièrement à risque parce que Voline, qui participait à ce groupe, il était juif, il était franc-maçon, il était apatride, il était anarchiste. Donc il cumulait quand même les motifs d'arrestation par la Gestapo. Un autre membre du groupe s'appelait Armand Maurras, c'était un haïtien, il était noir. Donc, alors ce qui est intéressant aussi avec ce groupe, c'est que c'était des internationalistes, parce qu'il y avait des Espagnols, il y avait des Bulgares, enfin, voilà. Et donc c'est un groupe qui est assez singulier. Alors, bien sûr, c'était un tout petit groupe, ils n'étaient pas très nombreux, mais enfin, ça montre quand même qu'il y avait possibilité d'avoir une action qui soit à la fois une action de résistance face à la barbarie, au totalitarisme nazi, mais sans abandonner les idéaux d'internationalisme et d'antimilitarisme. Lève-toi foule, ne regarde pas le monde qui s'écroule, sans rien faire en pensant qu'à ta gueule, sans bouger, sans t'armer de conscience, ne laisse pas s'installer la violence, le rejet de l'autre et l'ignorance, que nos voix ensemble se soulèvent et nos mains unies enfin nous relèvent, lève-toi foule, montre que dans ton sang, ce qui coule sont des fleuves de temps, de bataille, de libertés arrachées pour que brillent nos visages ensemble, nos pupilles, nos rêves, nos idées, nos idylles, les larmes sur nos joues sont du sel, marchons sous le même soleil, la même nuit, la même lune, lève-toi fils, si ici nous ne
مستحيل زعما نكون قوية نحلق الحرية ونقع ونصيح ونكبر ونعيش. Lève et accueille les lendemains de paix, l'évidence, l'amour plus grand que toutes les croyances, l'amour plus grand que tous les pouvoirs. Nous ne sommes que chair et que sang, nous ne sommes que bruit, mouvement. Marchons pour faire honneur au passé, faire s'embraser nos cœurs rassemblés. Lève-toi foule, lève-toi foule, lève-toi foule, lève-toi, lève-toi. Vous venez d'entendre la chanson Lève-toi, interprétée par deux artistes engagés. L'une s'appelle Barbara Pravi, elle est née à Paris de parents français d'origine serbe et iranienne, et elle a longtemps vécu à Montmartre, dans le quartier des Abbesses. Et l'autre artiste s'appelle Emel Matlouti, elle est née, elle, à Tunis. Alors nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre, qui a retracé pour nous l'histoire de la CNT-AIT et des liens entre l'anarcho-syndicalisme et le pacifisme. Alors il y a justement un héritage, donc cet anarcho-syndicalisme. Alors là on va sauter dans le temps. Et aujourd'hui alors, où est le siège, comment ça fonctionne et quels sont les thèmes qui sont défendus par l'anarcho-syndicalisme? Alors aujourd'hui on est un tout petit groupe, il faut pas rêver, on est des petits groupes localisés, alors essentiellement dans le sud-ouest, c'est là qu'est notre matrice originale. Bon, on est quelques-uns sur Paris, un groupe qui est en train de se monter en Bretagne, etc. Il n'y a pas de centre, on essaye d'être un réseau. Voilà, on essaye de ne pas être hiérarchisé, etc. On essaye de mettre en pratique nos idées dans notre façon de travailler. Aujourd'hui, ce qui nous semble important par rapport à nos axes de militance, on va dire, on essaye de mettre en pratique ce qu'on pense. Par exemple, sur la question... Alors, tu vois, par exemple, sur la question... tout à l'heure, je dis internationaliste. En fait, nous, si vraiment on creuse, on ne se sent pas internationaliste. On se sent anationaliste. Parce que internationaliste, inter, ça veut dire entre, et nationaliste, c'est les nations. L'internationalisme, c'est des relations apaisées entre les nations. Nous, on veut la disparition des nations, donc on est anationaliste. Des frontières. Voilà, on ne veut pas de frontières, on ne veut pas de nations, donc on se dit anationaliste. Alors après, c'est un terme qui n'est pas employé, donc on ne l'utilise pas, mais voilà, ça veut dire que, par exemple, dans les conflits en cours, puisque là on est quand même la Civis Pacem, donc l'émission de l'UPF, notre principe, c'est de dire qu'on est toujours du côté de la population, jamais du côté du gouvernement ou de l'État, quel qu'il soit. Donc on va essayer concrètement de mettre en place des actions, que ce soit de l'information ou des actions plus concrètes, pour venir en aide aux populations qui sont victimes de la guerre, quel que soit le côté. Parce qu'on estime que dans les guerres, les populations sont toujours les victimes. Alors justement, j'ai lu sur le site qui est très bien fait, que j'ai consulté, alors justement qui est une définition de la Confédération nationale du travail AIT. Nous refusons tous les partis politiques, toutes les chapelles, tous les États et toutes les cliques d'arrivistes et de possédants. Alors, c'est logique. Tout est dit. Voilà. On n'a rien à rajouter là. Non, enfin, je crois que ça parle de lui-même. Après, c'est vrai que des fois, c'est des positions qui ne sont pas très bien comprises. Par exemple, si on prend la situation en ce moment à Gaza, qui est absolument terrible, avec ce massacre de la population gazaoui, notre position, elle est de dire que cette guerre,
Israël, l'État, alors déjà on ne dit pas Israël, on dit l'État d'Israël, le gouvernement d'Israël, parce on essaie de faire la différence, les mots sont importants. Donc le gouvernement d'Israël, en l'occurrence Netanyahou, effectivement, est en train de massacrer, mais on n'oublie pas qu'en face, des proto-États ou des groupes qui aspirent à devenir des États comme le Hamas sont aussi des groupes criminels, donc voire terroristes. Donc, d'ailleurs, on a fait un autocollant. On l'a fait avec des copains israéliens et puis des copains d'Irak, qui dit en français, en anglais, en arabe et en hébreu, la guerre est la forme la plus banale de terrorisme. Voilà. Parce que pour nous, voilà, les deux sont terroristes. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, où tout le monde nous dit « Ah, faut prendre position pour l'un, pour l'autre », non. Enfin oui, on prend position, on est contre la guerre. On est contre ceux qui fomentent la guerre. Voilà. D'autant plus qu'il y a quand même des interconnexions entre le gouvernement israélien et le Hamas. Bien sûr, bien sûr. Et nous, notre analyse, on avait fait un texte le 8 octobre, donc le lendemain des massacres perpétrés par le Hamas. On avait fait un texte, Halte à la barbarie. Et c'est un texte qu'on a écrit après discussion avec des copains d'Irak, d'Iran, du Kurdistan. Copains libanais aussi avaient participé. Donc enfin, on a essayé d'en discuter avec les copains de la région, parce que via l'AIT, on a des réseaux internationaux, si tu veux. Et en fait, notre analyse était la suivante. Le 30 juillet 2023, c'est-à-dire 2 mois avant le 7 octobre, les jeunes de Gaza manifestaient contre le Hamas, en disant « Nous voulons vivre ». Et le Hamas leur a tiré dessus. En même temps, en Israël, tu avais des millions de gens dans la rue qui manifestaient contre Netanyahou, et tu avais les réservistes israéliens qui faisaient grève, qui ne voulaient plus rejoindre la réserve. Donc ça veut dire que des deux côtés du mur de la honte, les populations étaient en train de se réveiller contre le Hamas d'un côté et contre Netanyahou de l'autre. Et ça, nous on pense que les deux enfin le Hamas et Netanyahou ne voulaient pas ça, parce qu'ils avaient peur. Parce que si les gens se mettaient à être contre leur gouvernement, c'était le risque peut-être qu'ils se fassent un pont et qu'ils se mettent à se discuter directement. Et là, les nationalistes, quels qu'ils soient, n'en voulaient pas. Et donc, finalement, le Hamas a provoqué le massacre du 7 octobre de façon à ressouder la population derrière lui, parce qu'il savait pertinemment qu'Israël allait, le gouvernement d'Israël et Netanyahou allaient se comporter d'une façon barbare. Donc, et ça arrange Netanyahou, parce que Netanyahou, il sait très bien que si la guerre s'arrête, normalement, il doit aller au tribunal. Or, on ne juge jamais les vainqueurs, entre guillemets. Donc, Netanyahou qui a financé le Hamas, par l'intermédiaire du Qatar. Par l'intermédiaire du Qatar, évidemment. Et le Hamas a aussi besoin de Netanyahou. En fait, ils ne sont pas ennemis, ces deux bandes-là. Ils ont besoin l'un de l'autre. C'est le problème du nationalisme. Ils se nourrissent les uns les autres. Et c'est ça que nous, on essaye de dénoncer. Alors, c'est pas toujours compris, ce qui fait que certains nous traitent de sionistes, d'autres nous traitent d'islamistes. Enfin, voilà. C'est bien, si on se fait taper des deux côtés, c'est bon signe. Oui, d'ailleurs, c'est un sujet extrêmement sensible actuellement. Et dès que quelqu'un exprime une idée, on lui demande est-ce que tu es musulman, est-ce que tu es juif, est-ce que tu es pour Gaza, est-ce que tu es pour Israël, qu'est-ce que tu penses du sionisme, etc., etc. Bon, nous, tout ça, effectivement, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on massacre des peuples, quoi. Voilà. Mais il y a eu un dessin comme ça, humoristique sur Internet qui est pas mal. C'est deux personnes qui discutent et l'autre lui dit mais toi tu es quoi finalement ? T'es catholique ? Non. T'es juif ? Non. T'es musulman ? Non. Mais alors, t'es rien ? Oui, je suis terrien. C'est ça. Voilà, donc nous on se retrouve là-dedans. Bon, alors, écoute, puisqu'on a commencé à parler de la guerre israélienne à Gaza, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu dans le numéro, le dernier numéro janvier-février 2024 de l'anarcho-syndicalisme, en dernière page, il y a une information sur Tal Mitnick, qui est un objecteur de conscience et qui, pour la deuxième fois, va être enfermé parce qu'il refuse d'aller combattre. Alors,
On a connu en Israël des personnes qui se sont opposées. En général, on les met en prison pendant 2 mois, on les ressort, on les remet en prison pendant 2 mois, etc., etc. Mais là, en période de guerre, c'est encore plus difficile, je crois. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une constance. Nous, on a toujours travaillé avec les gens d'anarchistes contre le mur en Israël, les objecteurs. Enfin, ça fait 20 ans qu'on essaye de soutenir comme on peut. Ça nous semble extrêmement important quand il y a des gens qui prennent le risque de refuser de porter les armes. Le minimum qu'on puisse faire, c'est de les soutenir. Et effectivement, donc Tal Mitnick, donc c'est le premier exemple dans la situation actuelle de jeune qui a refusé de rejoindre la réserve. Depuis, il y a une jeune femme aussi qui a refusé. Et effectivement, c'est un risque personnel qu'ils prennent parce que déjà, donc là, depuis la période où on a écrit l'article, il est même allé une 3e fois en prison. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, le scénario est le même. Il est condamné pour une certaine période. Il ressort. À peine il a mis un pied dehors, de nouveau, il est convoqué pour rejoindre l'armée. De nouveau, il refuse. Donc, de nouveau, il est jugé. De nouveau, il est condamné. Et à chaque fois, les condamnations sont de plus en plus longues. Et par ailleurs, le fait qu'il refuse de participer à la réserve, c'est aussi une forme de mort sociale. Parce que ça veut dire qu'il va être marqué au fer rouge, il aura du mal à trouver un travail, etc. Donc c'est un risque pour sa vie, finalement, enfin, sa vie sociale en tout cas. Mais c'est pour ça, nous on pense qu'il mérite d'être soutenu. Concrètement, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire, quoi. De toute façon, si demain, il faudra bien que demain il y ait de nouveau un dialogue qui soit repris entre la population israélienne et la population palestinienne. Et on pense que des gens comme Tal Mitnick peuvent être des vecteurs de dialogue demain, parce que justement, ils n'auront pas de sang sur les mains. Alors, lui, carrément, il écrit une lettre pour expliquer son geste, qui est repris justement dans la revue. Et c'est très important parce que certains le font, mais n'essaient pas de se justifier, d'expliquer pourquoi. Lui, il explique bien que c'est ce qui se passe à Gaza qui ne lui convient pas du tout, quoi. Bien sûr, oui. Alors qu'il a certainement fait son service militaire comme tous les Israéliens. Alors je ne sais pas s'il a fait son service parce qu'il est relativement jeune, oui. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il pourrait tout à fait dire qu'il a peur de mourir et que... Ce qui est tout à fait respectable, hein. Je veux dire, nous on aide par ailleurs des déserteurs russes, tous ne sont pas des militants, hein. Il y en a, ils sont déserteurs simplement parce qu'ils ne veulent pas mourir. Et, bon, très bien, moi je ne juge pas. Hein. Déjà, avoir le courage de dire non, c'est déjà très fort. Mais lui en plus, effectivement, il va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il dit qu'il ne veut pas participer à l'armée du crime, il ne veut pas participer à un massacre, un génocide, et qu'il pense que la solution doit être politique et certainement pas militaire. Et ça, effectivement, c'est intéressant, oui. À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non, c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe à 2 pas large et lisse et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient, pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus
implacable, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat, et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier. Quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. Michel Buller chantait la Palestine. Vous êtes à l'écoute de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors nous avons parlé de la guerre de l'armée israélienne à Gaza avec Pierre, et il nous a donné l'interprétation de l'anarcho-syndicalisme. Malheureusement, cette guerre n'est pas la seule dans le monde, alors Pierre va nous parler maintenant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a le conflit, bien sûr, dont on parle beaucoup depuis quelque temps, depuis plusieurs années maintenant, entre la Russie et l'Ukraine. Alors, bien sûr, il y a eu aussi l'invasion, la tentative d'invasion de l'Ukraine à une certaine période par les Russes. Et de la même façon, il est très difficile encore aujourd'hui de dire est-ce qu'on est du côté des Ukrainiens ou est-ce qu'on est du côté des Russes. Bon. On pense que nous, on parle aussi bien de Poutine que de l'OTAN. Bon, donc, et de la même façon que actuellement au Gaza, il y a des gens qui payent, c'est-à-dire les civils, mais aussi tous ceux qui se sont engagés d'un côté comme de l'autre, et tous ces soldats qui disparaissent. Alors, je vois que... alors, d'abord, on va peut-être parler pourquoi la CNT-AIT s'intéresse à ce sujet. Alors, on s'intéresse à plusieurs titres. On s'intéresse parce que on a des compagnons de longue date, aussi bien en Russie qu'en Ukraine. C'est pour ça que tout à l'heure tu dis, est-ce qu'on est du côté des Russes ou du côté des Ukrainiens? Alors, nous, on est du côté des populations, donc des Russes et des Ukrainiens. Par contre, on n'est pas du côté de la Fédération de Russie. Et on n'est pas du côté du gouvernement ukrainien. C'est-à-dire qu'on fait une différence entre les Russes et la Fédération de Russie, ou entre les Ukrainiens et le gouvernement d'Ukraine. Donc, comme on a des amis, même personnels, moi j'en connais depuis presque 30 ans des copains de Moscou, donc déjà il y a ce sentiment de solidarité, si tu veux. Après, il y a aussi un côté politique, c'est-à-dire que on voit bien que cette guerre qui est en train de mener la Fédération de Russie peut déclencher sur une guerre mondiale. Et donc, ça, même si on a des tout petits moyens et on aimerait faire ce qu'on peut pour éviter que ça déclenche une guerre mondiale. Voilà. Et puis, aussi parce que on pense que, par exemple, sur la guerre qui se passe en ce moment là-bas, on soutient les déserteurs.
Mais des deux côtés. Oui, des deux côtés. Mais le fait de soutenir les déserteurs des deux côtés, c'est aussi une façon pour nous de faire passer le message ici, auprès de la population ici, que la désertion est un choix possible. Si jamais demain, on était nous-mêmes confrontés à cette situation, alors, je ne sais pas ce que je ferais, je ne peux pas dire ce que je ferais, on ne sait jamais dans ces situations-là. Néanmoins, par le biais de faire ce travail avec les déserteurs de Russie et d'Ukraine, on espère pouvoir ouvrir un débat sur la désertion ici, quoi. Et ça, c'est un peu ce qu'on regrette dans les mouvements de gauche en général, mais même libertaires, c'est que tout le monde s'est engouffré soit d'un côté, soit de l'autre. Et on voit qu'actuellement, il y a quand même des groupes, y compris libertaires, qui appellent à envoyer des armes en Ukraine. Or, nous, on pense qu'envoyer des armes, ça, c'est une prérogative de l'État. Et c'est pas la poignée de libertaires que nous sommes, toutes organisations confondues en France, qui avons les moyens de peser sur ça. Par contre, accueillir des déserteurs, ça c'est quelque chose à niveau humain qu'on peut faire. Et donc, si les États qui envoient des armes, c'est leur problème, c'est pas nous. Notre problème, c'est aider les gens qui veulent échapper à la guerre. Donc, si on accueille des déserteurs ici, ça permet aussi d'avoir le débat sur, mais finalement, pourquoi est-ce que l'État français et l'Europe en général, pourquoi est-ce qu'ils n'ouvrent pas leurs frontières aux déserteurs? Parce que tous les gouvernements d'Union européenne, etc., sont prêts à envoyer des armes en Ukraine, mais aucun n'est prêt à accueillir les déserteurs russes. Alors que nous, on est quasiment sûr que si demain l'Union européenne annonce les déserteurs russes auront le statut de réfugiés, la guerre peut s'arrêter très vite, parce qu'une guerre sans soldats, ça n'existe pas. Alors Pierre, tu as parlé d'amis russes, ukrainiens. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller sur place à certaines époques de ta vie? Alors moi j'ai été en Ukraine et en Russie, mais j'étais très jeune. À l'époque, j'étais scolarisé là-bas, en fait, puisque voilà, j'ai des parents qui ont un moment travaillé là-bas. Et puis j'y suis retourné récemment, il y a 3-4 ans, j'y suis retourné pour le travail. J'ai même été en Biélorussie. Et alors là, je dois dire que la Biélorussie, ça m'a fait un choc. J'ai eu l'impression d'être revenu en Union soviétique dans les années 80, quand j'étais plus jeune. Ah oui, c'était les portraits de Loukachenko partout, dans la rue, dans les entreprises, dans les écoles, enfin... Non, la Biélorussie, c'est vrai, c'est la Corée du Nord de l'Europe, hein, ça, y a pas photo, quoi. Et en Russie, oui, j'avais eu l'occasion aussi de voir que, sous le vernis occidentalisé, parce que Moscou se voulait une grande métropole moderne, mais dès que tu grattais un peu, tu voyais quand même qu'il y avait la répression, la police, quoi, enfin que c'était très policier, quoi. Après l'Ukraine, il y a longtemps que j'y suis pas retourné. Mais je pense que l'Ukraine est plus proche de ce qu'on peut connaître nous dans un pays occidental en termes de liberté publique. Par contre, pour avoir travaillé un petit peu au niveau professionnel avec des entreprises ukrainiennes, je suis dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Ce que j'ai noté, c'est que dans tous ces pays, y compris en Ukraine, la corruption est très 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 forte, quoi. Mais alors, est-ce que c'est le moment, justement, d'essayer de se rapprocher des Russes, de les convaincre leur gouvernement fait fausse route, mais ça ils le savent. Oui, ils le savent. Mais ils le savent très bien, parce qu'ils sont très bien formés, ils sont très éduqués. Mais comment on peut les aider, disons, à faire connaître leurs problèmes à l'extérieur, etc. Parce qu'actuellement, c'est vrai que sur la Russie, dans nos pays, on ne veut plus en entendre parler. Hein. Ouais. Oui, tout à fait, mais c'est très intéressant comme remarque et comme parallèle. Après, alors moi je n'ai pas connu l'époque franquiste, mais j'imagine que ça devait être un peu pareil qu'actuellement en Russie, parce qu'en fait en Russie, mais c'est vrai dans d'autres pays, enfin je connais bien la Chine aussi pour y avoir vécu, et c'est aussi un régime totalitaire la Chine. En fait tu as les grandes villes et la campagne, j'allais dire. Et j'imagine que Moscou, que je connais un peu mieux, et Saint-Pétersbourg, ça n'a rien à voir avec Rostov-sur-le-Don et des villes de second niveau, on va dire. C'est-à-dire que je pense que les villes qui concentrent les élites, qu'elles soient politiques, financières, etc., ces villes-là n'ont pas tellement de soucis, quoi. Je veux dire, les populations qu'elle a,
peut-être pas dans la majorité, mais en tout cas, il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont des moyens, qui ont du pouvoir, et pour eux, la vie, ça va, quoi. Je pense que dans les campagnes, c'est différent. Et d'ailleurs, c'est pas hasard si tu vois que le plan de mobilisation de l'armée russe, c'est pas les jeunes de Saint-Pétersbourg et de Moscou qui sont envoyés au front. Hein. C'est les bourriatres, c'est-à-dire les gens des républiques sibériennes qui sont envoyés se faire tuer parce qu'ils n'ont pas tellement d'autres avenirs économiques, quoi. Ou alors c'est les prisonniers, parce que comme ça, en plus, ça permet à Poutine de régler son problème de population carcérale. Donc... effectivement, en Chine, pour y avoir été, je te dis, y avoir vécu, c'est un peu pareil. Le problème souvent, c'est que les gens, ils vont à Shanghai, ils vont à Pékin, finalement la Chine, c'est très moderne, c'est très bien. Mais dès que tu vas un petit peu plus loin, et notamment dans les campagnes, alors là, c'est le tiers-monde. Voilà, vers les Ouïghours, mais même sans parler de Ouïghours, parce que les premières victimes du Parti communiste chinois, c'est les Chinois eux-mêmes. Hein. Les Ouïghours souffrent et sont effectivement massacrés aussi, mais les Chinois, c'est pas tellement mieux. Hein. Et donc, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais c'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et nous, par exemple, si tu veux, dans le cadre de l'initiative Olga Taratuta, mais je vais t'en parler après. Olga Taratuta. Bon, il faut qu'on précise qui c'est, parce que ça, c'est très intéressant. Pourquoi vous avez pris ce nom de Olga Taratuta ? Peut-être il faudrait résumer un petit peu qui c'était cette personnalité qui a quand même eu un engagement absolument extraordinaire, quoi. Oui, alors. Une semaine avant que l'armée russe envahisse l'Ukraine, des copains de Lvov, du groupe Drapeau Noir, avaient fait un texte pour dénoncer le fait que tous les oligarques ukrainiens avaient mis leur famille à l'abri à l'étranger. Donc ça veut dire que les élites savaient qu'il allait y avoir une guerre. Voilà. D'ailleurs, Zelensky l'a reconnu après, il a dit oui, mais on n'a pas informé les gens parce qu'on ne voulait pas semer la panique. Donc c'est-à-dire que le petit peuple pouvait se faire massacrer, mais les oligarques avaient mis la famille à l'abri. Bon. Et donc une semaine avant, nous on voit ce texte-là, on le traduit, il est sur notre site internet, donc c'est bien la preuve que ça date le truc, et on s'est dit il va y avoir la guerre. Alors on a discuté un peu avec les copains russes, les copains ukrainiens, et tous sentaient qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Et donc on s'est dit, un peu à l'image on avait déjà eu un peu l'expérience lorsqu'il y avait eu la guerre en Yougoslavie, on avait aidé des déserteurs de Yougoslavie, enfin de Croatie et de Serbie, et donc on s'est dit, s'il y a la guerre, il faut qu'on crée quelque chose, une initiative, pour venir en aide aux potentiels futurs déserteurs. Et donc on s'est dit, on va créer une initiative ouverte, large, ouverte à tous les pacifistes, les antimilitaristes, dans la perspective de pouvoir accueillir des déserteurs. Et comme il fallait lui donner un nom, on a pris le nom d'Olga Taratuta, qui est une figure militante et attachante. C'est quelqu'un qui a commencé à militer à la fin du 19e siècle. Donc elle est d'origine juive, mais elle est née à Kharkov, donc dans la partie russophone de l'Ukraine. Elle milite contre le tsarisme. Elle est emprisonnée par les tsaristes. Ensuite, donc, elle va en exil. En exil, elle se lie avec Lénine, elle se lie avec des anarchistes. Finalement, elle va être plutôt orientée vers l'anarchisme. Elle retourne à la faveur de la révolution russe. Elle retourne en Russie. Et au début, elle s'engage pas trop parce que quand elle est retournée en Russie, je sais plus quel âge j'avais, mais elle avait peut-être déjà une quarantaine d'années. Elle avait déjà passé 10 ans en prison, quelque chose comme ça. Enfin bon, elle était un peu fatiguée, quoi. Néanmoins, vu la tournure des événements de la révolution russe avec les opposants aux bolcheviks qui sont mis en prison, elle reprend du service, elle crée la Croix Noire anarchiste, qui était un groupe de soutien aux prisonniers politiques, quels qu'ils soient, du moment qu'ils étaient du côté révolutionnaire, pas avec les Blancs. Mais en tout cas, donc, elle aide les socialistes révolutionnaires, les communistes de gauche, les anarchistes, etc. Et Makhno d'ailleurs lui confie les moyens financiers pour créer cet organisme de solidarité. Et puis avec le triomphe des bolcheviks, l'écrasement des makhnovistes, etc., elle est de nouveau emprisonnée, mais cette fois par les bolcheviks. Elle fera des allers-retours fréquents entre la prison et chez elle. Et finalement, en 1938, pendant les purges staliniennes, elle est fusillée, je crois, par les staliniens, quoi. Donc c'est quelqu'un qui nous a semblé intéressant parce que
C'est quelqu'un qui a toujours été relativement droit, qui a été dans la solidarité avec tout le monde dès lors que qui n'était pas sectaire, quoi. Voilà, c'était quelqu'un qui n'était pas sectaire, et c'est quelqu'un qui a connu la répression des deux bords, quoi, aussi bien des blancs que des bolcheviks. Donc ça nous semblait intéressant de montrer quelqu'un avec une certaine rectitude, de se placer sous sa figure tutélaire. Voilà. Oui, je vois qu'elle a été exécutée le 8 février 1938. Oui. Donc, parce qu'il y en a qui font de la prison, mais enfin, quand après ils sont exécutés par les bolcheviks, c'est quand même... mais enfin, il y avait la lutte, effectivement, contre les anarchistes qui a été assez forte. De ces guerres lointaines, quand le soldat revint, se mit à la fontaine, au bout de mon jardin. Si ma mémoire est bonne, je ne suis sûr de rien. C'était un jour d'automne, hier ou bien demain. Tous les gens du village s'approchèrent de lui. Le patron du garage lui dit « Tu as vieilli ». Devant sa pauvre mine et son habit râpé, les gamins, les gamines ont couru se cacher. Il dit, une lumière a disparu en moi. Ce que l'on m'a fait faire, je n'en parlerai pas. Je vous vois sur la place comme des étrangers. Est-ce le temps qui passe ou moi qui ai changé? Vous dites que ma mère, mais je n'en ai rien su. J'irai au cimetière pour un dernier salut. Ainsi s'écrit l'histoire, on se bat tant et plus. On fête la victoire et l'on a tout perdu. Elle habite à la ville, celle qui m'avait dit tu peux partir tranquille, n'en parlons plus, tant pis. J'en ai connu bien d'autres et j'en retrouverai qui vous oublient quand votre argent s'est envolé. Elle est grande la terre, tous ceux que j'ai servis, qui me flattaient naguère, m'ont oublié aussi. Il me reste la route, plus rien à faire par là, mais il faut qu'on m'écoute une dernière fois. Alors, la plus petite, en pleurant, a donné un baiser vite, vite, au soldat qui parlait, d'une pauvre voix qui tremble. Voici ce que je sais, les guerres se ressemblent, ne vous battez jamais. Les guerres se ressemblent, ne vous battez jamais. Si ma mémoire est bonne, il reprit son chemin. C'était un jour d'automne, hier ou bien demain. C'était un jour d'automne, hier ou bien demain. Michel Buller a chanté Le Soldat. Pierre nous a parlé dans cette émission de l'initiative de solidarité Olga Taratuta. Je lis dans la brochure qui présente cette association qu'il s'agit d'une association ouverte à toutes celles et à tous ceux qui veulent s'opposer à la guerre, selon les principes antimilitaristes, universalistes et cosmopolites. L'initiative est actuellement orientée vers les déserteurs, les pacifistes, les réfugiés d'Ukraine, du Bélarus et de Russie. Les déserteurs en Russie. Alors, je vois que les déserteurs, il y en a environ 30% qui restent en Russie, d'après ce que vous dites sur votre site. Pourquoi ? Alors, il y a eu plusieurs vagues de désertion ou d'insoumission. Au tout début de la guerre, les frontières n'étaient pas encore complètement fermées. Oui. Et les gens qui avaient de l'argent sont partis très vite. Et à la rigueur, Poutine était plutôt assez content avec ça, parce que les gens qui avaient de l'argent étaient souvent des gens plus libéraux. Donc, finalement, pour lui, c'était une façon de se débarrasser de potentiels opposants.
Donc il était quand même assez content que ces gens partent. Mais néanmoins, pour vivre à l'étranger, bon, déjà, il fallait avoir un visa. Et c'est pas à la portée de tout le monde d'avoir un visa. Et puis, il faut avoir des moyens financiers pour vivre à l'étranger. Et donc, il y a un certain nombre de Russes, des classes moyennes ou des classes populaires, qui n'ont pas les moyens, quoi. Et puis, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, la Fédération de Russie a fini par fermer de plus en plus ses frontières, et à tel point qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout possible de partir sans motif légitime. Et donc, et puis il y a aussi des pays qui ont fermé leurs frontières. Par exemple, la Géorgie, qui à un moment a accueilli beaucoup de jeunes Russes qui fuyaient la conscription. Il me semble que la Géorgie a fermé ses frontières. Donc, de fait, aujourd'hui, les Russes qui veulent échapper à la mobilisation n'ont pas tellement d'autre choix que de vivre clandestinement en Russie, quoi. En tout cas, pour un certain nombre d'entre eux. Et alors, je lis aussi qu'il y aurait 500 condamnations pour ces motifs chaque mois. C'est énorme. Ah oui. Mais alors ça, c'est des chiffres qui datent peut-être d'il y a quelque temps. Aujourd'hui, je ne sais pas si ces chiffres sont toujours actuels, mais oui, il y a quand même beaucoup de gens qui refusent d'aller se battre. Au tout début de la guerre, il y a eu un mouvement civil d'opposition à la guerre, avec les gens qui sont descendus dans la rue, qui ont fait des manifestations. Là, je parle vraiment des tout premiers jours de la guerre. Et la répression a été graduelle. C'est-à-dire qu'au début, ils se sont contentés, entre guillemets, de donner des coups de matraque et d'arrêter les gens et de leur faire payer des amendes. Nous, on a des copains à Moscou qui ont été arrêtés, qu'on lui a payé des amendes très très fortes. Et puis, progressivement, on est passé des coups de matraque et des amendes à des petites peines de prison de quelques jours, puis de quelques semaines, puis de quelques mois, et maintenant, c'est des années, quoi. Donc, il y a eu aussi des actes de résistance avec des gens qui ont mis le feu à des centres de recrutement, etc. Mais ces actes-là ont tendance un peu à diminuer, parce que quand les gens se font attraper, ils prennent très très cher, quoi. Donc il y a un côté dissuasif, quoi. Et alors, comment vous organisez la solidarité justement pour ces déserteurs russes? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en France, la CNT-AIT? Alors là, c'est pas que la CNT-AIT, c'est l'initiative Olga Taratuta, puisqu'on travaille aussi avec des gens. Justement, notre idée de faire l'initiative, c'était de travailler avec des gens en dehors des étiquettes idéologiques, quoi. De la même façon que les déserteurs qu'on accueille sont pas forcément, nous on est anarchistes, mais les déserteurs qu'on accueille sont pas des anarchistes, quoi. Ce sont des jeunes qui ont dit non et qui n'ont pas voulu mourir, ni tuer personne d'ailleurs. Et ce qu'on peut faire, c'est que on travaille en réseau avec d'autres groupes comme nous qui accueillent des déserteurs, des objecteurs de conscience, etc. Et voilà. Et quand il se trouve qu'il y a donc des déserteurs russes sur le territoire français, eh bien on les accompagne pour leur dossier de demande d'asile. Donc on les accompagne au niveau administratif, on peut les aider pour le logement, pour les cours de français, enfin on fait un travail d'accompagnement de réfugiés finalement. Alors c'est vrai que c'est une tâche qui est très prenante, parce que ça demande pas mal de moyens, et on n'est pas très très nombreux, mais bon, pour l'instant on réussit à faire face aux cas qui se sont présentés. Après, ce qu'il faut voir... Alors, ce type de cas, qu'est-ce que c'est comme type de cas que vous rencontrez? Et donc, en fait, c'est souvent des jeunes qui, après leurs études, une fois que leur étude était finie, leur sursis pour aller au service militaire était arrivé à échéance. Donc, ils auraient dû rejoindre leur unité pour faire leur service militaire. Et normalement, en Russie, quand on fait son service militaire, quand on a certains profils, par exemple, on a un jeune copain qui est orphelin, etc. Lui, il était quasiment sûr qu'il aurait été forcé à signer un contrat d'engagement militaire derrière, quoi.
Donc il voulait pas. On a eu un autre cas pareil d'un jeune qui... alors lui, son père est ukrainien et sa mère est russe. Donc lui, il savait très bien que s'il allait faire son service, il y aurait eu les brimades. Et au-delà de ça, il avait peur d'être envoyé en première ligne en tant qu'Ukrainien. Il aurait fallu qu'il démontre encore plus que les autres son attachement à la patrie, donc il l'aurait envoyé en première ligne. Voilà. Il y a combien à peu près de déserteurs russes? Est-ce qu'on peut savoir à peu près combien il y en a qui sont parvenus à arriver jusqu'en France? Alors ça, j'ai pas de chiffres. Bon, en tout cas, des déserteurs russes, il y en a des dizaines de milliers. En tout cas, des gens qui ont fui la Russie, il y en a des dizaines de milliers. Certains sont pas forcément des déserteurs, dans le sens où certains, c'est des oligarques qui se sont planqués et qui n'attendent qu'une chose, mais qui continuent de faire leurs affaires, quoi. Donc nous, ces gens-là, c'est pas à ces gens-là qu'on s'adresse. Nous, les jeunes avec qui on est en relation, c'est plutôt des jeunes, voilà, qui viennent d'un milieu populaire, d'un milieu, par exemple, un jeune copain là qui était ouvrier dans une usine de chaussures. Et voilà, donc il avait pas les réseaux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est nous qui nous occupons, parce que les gens dont on s'occupe n'ont pas les réseaux ici pour les aider. Mais pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas exactement le nombre ni de Russes ni d'Ukrainiens d'ailleurs qui sont ici? Parce qu'en fait, en ce qui concerne les Russes, ils vont utiliser plutôt les réseaux des Russes présents en France pour se protéger, pour se mettre à l'abri. Donc il y a une solidarité intracommunautaire, on va dire. Les Ukrainiens, c'est plus compliqué, parce que les Ukrainiens qui désertent sont perçus par les Ukrainiens présents ici comme des traîtres. Donc eux, ils font vraiment profil bas, et on n'a pas vraiment de connaissances de cas de déserteurs ukrainiens. On a aidé des réfugiés ukrainiens, mais pas des déserteurs. Ah oui. D'abord, pour rester sur la Russie, j'ai interrogé notre secrétaire historique Maurice. Nous sommes allés à Saint-Pétersbourg, où nous étions invités dans le cadre pour faire une réunion du Conseil du Bureau européen de l'objection de conscience, le BEOC. Chaque année, ça change de ville? Oui, on va plus souvent à Bruxelles. Et on fait une fois sur deux Bruxelles, une fois sur deux un peu plus loin. Ah oui. Istanbul, Chypre, Athènes. Enfin, et là, nous avions deux invitations. Celle d'un objecteur là-bas qui s'occupait d'un groupe d'objecteurs russes, qui nous a reçus dans ces locaux où il y avait plusieurs associations. Nous avons pu tenir notre réunion, puis ensuite nous avons été invités à une conférence des mères de soldats. Les mères de soldats qui ont été d'ailleurs les premières à descendre dans la rue quand Poutine a déclaré sa guerre, et Poutine leur a dit: si vous redescendez dans la rue, vous avez 10 ans de prison. Alors elles organisent leur soutien plus discrètement. Oui, actuellement. Actuellement, mais elles ont même été interdites à Moscou. Ah oui. Mais alors à Saint-Pétersbourg, un grand local qui était bien, où il y avait une conférence sur l'objection de conscience. Mais alors, l'objection de conscience existait en Russie? Ah oui. D'ailleurs, en 1917, Lénine avait signé un statut, premier statut pour les objecteurs de conscience, en hommage un peu à Tolstoï. Il y avait surtout les Doukhobors que Tolstoï avait défendu. Enfin, il se sentait un petit peu obligé, à mon avis. C'est une interprétation personnelle, mais Tolstoï avait contribué à éveiller un peu les masses, à faire comprendre la nécessité d'une révolution. Et c'était l'intellectuel très, très aimé par les Russes. Donc c'était un peu délicat de mettre tous les objecteurs de conscience en prison. Et il avait institué un statut avec un service civil. Mais ça a été tout de suite
supprimé. Ça n'a pas été très appliqué au début, puis ça a été carrément supprimé par son successeur. Donc, par Staline. Par Staline, qui n'en voulait pas. Ah. Qui n'en voulait pas et qui a continué à déborder, à envoyer d'ailleurs des objecteurs en Sibérie. Mais alors après, quand c'est que ça a été rétabli, le statut des objecteurs? Alors, alors là, enfin, oui. Quand tu y allais, ça existait. Ah oui, ça existait. Et il y avait le service militaire quand même en Russie. Oh oui. Oui, mais ils l'ont rétabli en... Je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 2000. Hein. Ah oui. Je crois que c'est 2000, avec, sous la pression quand même d'un certain nombre d'associations. Alors quand nous étions avec les mères de soldats, il y a eu une conférence, je crois que c'est la plus passionnante à laquelle j'ai assisté, sur l'historique de l'objection de conscience en Russie, et qui partait même d'avant 1917, et c'était passionnant. Alors j'ai essayé d'avoir le texte, on avait même une très bonne traductrice, enfin, il y avait le russe, l'anglais, le français. C'était passionnant. J'ai essayé d'avoir le texte, mais j'ai jamais réussi. Et je le regrette. Alors, qu'est-ce qui faisait la conférence? C'était un objecteur? Ah non, c'était une historienne de Moscou qui était venue à Saint-Pétersbourg. Passionnante. Vraiment, c'était... Et alors, quelle était la difficulté des objecteurs? Est-ce qu'ils en avaient d'abord des difficultés? Ou alors est-ce que, il suffisait de se déclarer objecteur et puis c'était bon? Ah non, c'était pas si simple quand même. Hein. Théoriquement, c'était comme ça, mais dans les faits, il y avait un parcours administratif qui n'était pas très facile. Et il fallait quand même des interventions comme les maires de soldats, les groupes de Moscou, des objecteurs, un groupe pour faire respecter la loi carrément. Et il fallait souvent ces interventions pour qu'ils puissent obtenir un statut. Et c'était en général dans des communes, pas encore dans des petites associations, hein, dans des communes, des hôpitaux, beaucoup d'hôpitaux, choses comme ça. Mais enfin, ça a fonctionné. Et puis, là, évidemment, Poutine a suspendu, ou en tout cas arrêté le statut depuis la guerre. Mais alors là, ils ont des difficultés ils ont beaucoup de difficultés parce qu'ils veulent pas leur donner. Donc ils les envoient au front, ils les envoient ou alors dans des hôpitaux pour soigner les soldats. Alors, est-ce que tu as des informations un peu sur justement les déserteurs russes, enfin, ou les objecteurs qui se sont réfugiés en Europe? Est-ce qu'on a des informations, nous, à l'Union pacifiste? Oui, avec le BEOC et l'IRG, hein, notre international des résistants à la guerre, nous avons régulièrement des informations. Notamment, nous avons des objecteurs, des déserteurs qui sont allés en Géorgie. Et alors, ils nous écrivent pour nous demander s'ils peuvent si on peut les accueillir, si on peut les accueillir en France et s'ils auront facilement le droit d'asile. Alors là, ça veut dire qu'actuellement, le gouvernement français se méfiait des déserteurs russes et que c'était pas tellement le moment de venir. Hein. Alors on a des informations par le groupe d'objecteurs quand même de Moscou qui est très surveillé, bien sûr, hein, qui est très surveillé par quand même les mères de soldats et puis par des réfugiés qui sont dans les pays, surtout en Pologne et dans les pays baltes.
Mais c'est la galère, puisque la communauté européenne avait dit qu'il fallait accueillir les déserteurs et les objecteurs et leur donner tout de suite le droit d'asile. Et dans les faits, ce n'est pas le cas, c'est toute une bagarre juridique de démarche et tout. Et c'est Oui, c'est encore difficile pour eux, mais alors quel rôle pourrait jouer le BEOC justement là-dedans? D'une part, s'occuper un peu dans les divers pays de leur accueil, de les aider, ensuite de bousculer la communauté européenne pour qu'elle applique ses résolutions et puis les divers gouvernements, et puis appuyer ce que font le Conseil de l'Europe et l'ONU. Ça, on fait connaître les résolutions du Conseil de l'Europe et de l'ONU qui sont tout à fait favorables à leur accueil, plus que la communauté européenne qui surtout qui a peur d'eux, parce qu'il pourrait y avoir des infiltrés là-dedans, évidemment, et qui ne veut pas non plus accueillir les Ukrainiens, parce que, selon certains, ce seraient des traîtres, quoi. Ce seraient des traîtres. Alors ça, c'est difficile. Et puis on a des amis biélorusses qui sont dans les pays baltes, hein, surtout à Vilnius, qui ont du mal parce que on veut les renvoyer en Biélorussie, alors que là ils risquent même la peine de mort. Ce sont des traîtres, entre gros guillemets, pour eux, hein. Donc leur situation est encore très difficile actuellement. Il y a une vieille tradition héritée de l'époque communiste, enfin soviétique, qui est d'essayer d'utiliser au maximum le droit pour bloquer la machine. C'est-à-dire que le droit soviétique était quand même hyper bureaucratique, quoi. Et donc, par exemple, on a vu le cas, ça c'était la première année de la guerre, quand ils ont essayé de mobiliser, la Fédération de Russie a essayé de mobiliser les gens qui vivaient dans les républiques autonomes ou indépendantes de Lugansk et de Donetsk. Donc les gens donc c'était avant l'annexion des deux républiques par la Russie. Donc formellement c'était des républiques indépendantes. Et donc les gens étaient réquisitionnés par la République de Donetsk et de Lugansk pour protéger le territoire des républiques. Et à un moment, la Fédération de Russie a voulu les envoyer se battre sur le territoire ukrainien. Et là, ils ont sorti, en vertu de l'article machin, du truc machin, nous sommes citoyens de la République de Lugansk et donc de l'armée pour protéger le territoire, donc nous ne pouvons pas être envoyés au-delà des frontières. Donc c'est vrai que les Russes aiment bien, comme ça, essayer d'utiliser la bureaucratie juridique soviétique, enfin inspirée des soviétiques, pour essayer de bloquer la machine. Mais maintenant, je ne sais pas, pour les objecteurs, j'ai peur que justement l'absurdité bureaucratique soviétique joue contre eux, quoi. J'ai peur de ça. Ouais. Oui, d'ailleurs, même avec beaucoup d'organisations comme les mères de soldats, tout ça ont été arrêtés actuellement. Le mémorial a été aussi interdit. Enfin bon, maintenant c'est quand même plus compliqué. Alors, on peut encore dire quelque chose peut-être sur la Russie, en fait, un autre aspect important de l'opposition au pouvoir de Poutine, c'est les grèves. Ah oui. Il y a pas mal de grèves, de petites grèves, des grèves perlées, etc. Et ça, justement, dans l'initiative Olga Taratuta, on fait un site internet, on fait un bulletin où on essaye de donner des informations sur les mouvements de grève qui ont lieu en Russie. Et ça, c'est les copains, parce qu'on a des copains qui sont encore présents en Russie, qui nous envoient des infos de façon semi-clandestine, on va dire. Et on essaye d'informer sur les grèves qu'il y a en Russie, parce que c'est une façon de s'opposer, de dire non au pouvoir de Poutine. Et comme le droit de grève n'est formellement pas interdit, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, comme il n'est pas interdit en Russie, et que Poutine veut se donner une façade
plus ou moins démocratique, on va dire, il ne peut pas complètement interdire les grèves. Donc il y a toujours des moyens pour essayer de les bloquer, mais il ne peut pas complètement les interdire. Donc c'est un des canaux de la résistance pour s'opposer au régime de Poutine. Soleil de plomb, sable brûlant, le lourd camion brinque ballant, chargé d'humains tout poussiéreux, va son chemin, va comme il peut. Les nuits, les jours, dunes et pierres, la piste court sur le désert, avec l'angoisse, la soif immense. Les heures passent, à quoi l'on pense? Il en faut du courage pour quitter son village et partir vers le nord. Derrière toi, petit frère, il n'y a que la misère et l'avenir est mort. Soleil de plomb et l'océan, sur l'horizon, vieux bateau blanc, plutôt esquif, prêt à couler, moteur poussif, homme serré. Le passeur a pris le bel argent, puis il a dit c'est droit devant. Le froid, la peur, vague qui danse, passent les heures à qui l'on pense. Il en faut du courage pour quitter son village et chercher l'autre bord. Accroche-toi, petit frère, encore un peu de mer et ce sera le port. Soleil de plomb sur un grand champ, parqués en rond les survivants, les gardes au loin, les barbelés, bottes et chiens, fusils chargés. L'Europe rit juste à 2 pas. Là c'est écrit, rentre chez toi. Pire que la mer qui bat sans fin. Et le désert, y a les humains. Il faudrait du courage à la fin du voyage pour espérer encore. C'est à croire, petit frère, que pour toi sur la terre, il y aura jamais de port. C'est à croire, petit frère, que pour toi sur la terre, il n'y a que la faim et la mort. Voilà, bon, il y a un autre pays dont on n'a pas parlé, qui est le Soudan. Et je crois que tu as des informations importantes sur le Soudan. Une guerre qui dure depuis très longtemps, des populations qui sont massacrées de façon énorme sans que personne ne s'en occupe. Qu'est-ce qui se passe actuellement au Soudan? Est-ce que vous tentez de les faire connaître ce qui se passe? Donc le Soudan, effectivement, c'est un pays d'Afrique, de l'Afrique de l'Est, du Nord-Est. C'est un pays qui a été sous le joug d'une dictature pendant des dizaines d'années, une dictature islamiste très dure, puisque le dirigeant du Soudan était lié à Al-Qaïda, Ben Laden a été hébergé là-bas, enfin, c'était vraiment très dur. Et en 2018, il y a eu une révolution, c'est-à-dire que les gens ont dit il y en a marre, et les dirigeants, le dictateur et le régime islamiste a été chassé du pouvoir. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que se sont mis en place des comités révolutionnaires. C'est-à-dire que c'est la population civile qui a décidé de s'organiser et de prendre en main ses affaires en organisant des comités révolutionnaires de quartier. Ce qui est un modèle qui est très intéressant et qui est assez unique dans le monde en général et dans le monde africain et en particulier. Et alors en 2021, ils ont mis en place les comités révolutionnaires auxquels ont participé des jeunes copains anarchistes. Et
Et donc ils essayaient de refaire tourner la société sur des bases d'auto-organisation. Donc il y a des dispensaires, il y a des écoles, des systèmes de distribution de nourriture. Donc ça nous semblait extrêmement intéressant, puisque voilà, nous on se dit révolutionnaire. Donc voir une expérience révolutionnaire qui se déroule en ce moment, notamment dans un pays du Sud, on a beaucoup de choses à apprendre. Souvent, les révolutionnaires en Occident, on pense qu'on sait tout sur tout. Là, en fait, c'est l'inverse. On a beaucoup à apprendre de l'expérience du Soudan. Et il y a exactement un an, donc en avril 2023, en fait, puisqu'il y avait toujours une espèce de gouvernement militaire qui fonctionnait à côté ou plutôt on va dire que les comités révolutionnaires civils fonctionnaient à côté du gouvernement militaire officiel. Et donc en 2023, en avril 2023, donc il y a quasiment un an, il y a eu une partie de l'armée qui s'est rebellée. Donc ce qu'on appelle les forces de soutien rapide, les FSR, qui étaient en fait des anciennes milices qui avaient été créées par le pouvoir précédent pour lutter contre certaines rébellions. Donc les forces de soutien rapide ont décidé de s'affronter avec l'armée officielle, l'armée de l'État. Et donc depuis un an, les deux forces militaires se font une guerre, et une guerre qui est barbare, quoi, avec des massacres, Enfin, c'est barbare, il n'y a pas d'autre mot. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que... Enfin, intéressant, je ne sais pas si c'est le mot, mais ce qui est à noter, c'est que les comités révolutionnaires civils ont pris la décision de ne pas prendre parti pour aucun des camps en présence. Et le slogan des comités révolutionnaires de quartier, c'est de dire « dissolution des milices, l'armée dans les casernes ». Et donc, ça, c'est intéressant, parce que très souvent, lorsqu'il y a une guerre civile comme ça, souvent la population se fragmente, avec certains qui vont prendre parti pour les uns, d'autres pour les autres. Et là, les comités révolutionnaires, jusque-là, ont réussi plus ou moins à rester unis pour refuser toute solution militaire et pour refuser la protection même de chaque camp. Parce qu'évidemment, que ce soit les milices Janjaweed, les forces de soutien rapide, ou que ce soit l'armée, ils viennent voir les comités révolutionnaires en disant « mais mettez-vous sous notre protection, nous allons vous protéger des exactions des autres ». Et jusque-là, le mouvement civil refuse, en disant « nous ne voulons pas de militaires. Nous avons lutté contre la dictature islamiste, nous voulons une démocratie, nous ne voulons pas de militaires ». Et ça, c'est quand même assez unique dans la situation actuelle. Et donc, mais là, ça devient très très compliqué, parce que les combats sont très intenses, et puis les deux partis en présence commettent des massacres, ils terrorisent la population, il n'y a pas d'autre terme. Ils utilisent aussi l'arme alimentaire. On estime qu'il y a 15 millions d'habitants au Soudan qui sont actuellement en risque de famine. Il y a 28 millions de personnes qui sont en situation de détresse, dont 15 millions en situation de détresse absolue et de famine. Enfin, c'est absolument terrible. Et donc là, on a reçu effectivement un message des compagnons du Soudan hier qui appellent au secours, parce que... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a essayé de les soutenir un peu financièrement, soutenir moralement aussi, c'est important, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sachent qu'on essaie de faire un peu d'information autour de nous, de sensibiliser les gens sur la situation là-bas. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a tellement de guerres partout dans le monde que les gens... Et, voilà. Et en fait, si tu veux, au Soudan, se rejouent les autres guerres, puisqu'il y a un des camps qui est appuyé par les Russes, l'autre camp qui est appuyé par les Ukrainiens. Il y a un des camps qui est appuyé par les États-Unis, l'autre qui est appuyé par les Iraniens. Et en fait, si tu veux, on voit que cette polarisation qui est en train de monter, elle joue aussi au Soudan. C'est-à-dire que t'as le camp occidental qui va jouer plutôt avec l'État, et puis tu as le camp iranien, turc, etc., qui va jouer plutôt avec les milices, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que en fait la population ne compte pas là-dedans. La population ne compte pas. Et derrière, tu as quand même des enjeux énormes, parce que c'est le Soudan qui a la main sur les sources du Nil.
C'est ça. Pour l'Égypte, ça. Pour l'Égypte. Donc s'ils coupent l'eau du Nil, l'Égypte, ils sont très très mal, quoi. Donc, t'as des considérations géopolitiques qui dépassent largement le cadre de la population, quoi, qui en fait ne compte pas là-dedans. De la même façon que, si tu veux, le Soudan a une façade maritime, avec Port-Soudan, qui est juste en face du Yémen, où il y a aussi une guerre. Et donc, là, ce qui se joue, c'est le contrôle de la mer Rouge. La mer Rouge, c'est 30% du commerce mondial. Voilà, c'est ça. Donc, celui qui a le Soudan, il a la main sur l'eau du Nil et ses millions d'habitants, et il a la main sur le commerce international, 30% du commerce international. Donc, le Soudan, stratégiquement, c'est très important. À la fin de notre entretien avec Pierre, membre de l'association Olga Taratuta, j'en ai profité pour lui poser une question, un peu hors sujet, mais enfin une question sur le service national universel. Si on se place du côté militaire, il ne faut pas oublier ce qu'avait dit Foch, quoi. Il avait dit que l'arme la plus importante pendant une guerre, c'est le moral. Ça veut dire que si demain il y a une guerre et que l'État français veut qu'il y ait des gens qui aillent mourir au front pour la France, il faut que dans leur tête, ils soient convaincus de la justesse de ce qu'ils font. Et donc, évidemment que le SNU, au départ, on pouvait se dire oui, mais c'est pas forcément pour l'armée, mais oui, parce que c'est en amont. Et je veux dire, le mouvement ouvrier, il a quand même payé un tribut très très lourd à cet endoctrinement. Parce que si on réfléchit bien, en août 14, certes, les petits noyaux révolutionnaires, ils étaient contre. Mais la masse des ouvriers, la masse des travailleurs, qu'avait fait l'école Jules Ferry, la ligne bleue des Vosges et tout, là, ils sont partis la fleur au fusil, quoi. Et c'est ça qu'ils sont en train de nous refaire aujourd'hui. C'est préparer les gamins pour que demain, ils partent la fleur au fusil en étant persuadés de la justesse de la cause qu'ils vont défendre. Et c'est pour ça que ça nous a semblé, comme vous le faites, ça nous a semblé très important de dire non au CNU dès le départ. Et après, effectivement, là où ils sont retors, c'est que ils essayent de jouer sur des ressorts. Par exemple, ils vont dire aux jeunes ah, mais c'est une très bonne opportunité de carrière. Vous voulez être mécanicien, mais ne faites pas un lycée professionnel. Venez donc faire mécanicien chez les blindés, vous allez voir, vous apprendrez un métier. Donc, effectivement, il y a des jeunes ou des parents qui vont se dire ben, finalement c'est bien, il aura un métier, etc. Et nous, on trouve que c'est très très pervers comme mode de fonctionnement, en fait. En terminant cette émission, je tiens à remercier Pierre de nous avoir accordé cet entretien qui nous montre que l'Union pacifiste et la CNT-AIT partagent plusieurs prises de position contre les guerres. Vous pouvez également consulter le site très bien fait de la CNT-AIT pour avoir d'autres informations intéressantes sur d'autres sujets. Je remercie aussi Frédéric qui assure chaque semaine la diffusion de nos émissions. Et pour conclure, vous allez écouter une chanson de François Béranger intitulée « L'état de merde ». Ciao, ciao, à la semaine prochaine. Avant d'acheter ma carte vermeille pour faire des voyages au soleil ou entrer dans ma tour d'ivoire pour enfin jouir de mes avoirs, avant que ma tête soit ramollie, avant que mon corps ait trop vieilli, avant que les vers me ponctionnent. Je voudrais qu'on éclaire ma route, que l'on m'explique une fois pour toutes comment l'État ça fonctionne. Ce gros machin mystérieux qui fait que les gens sont pas heureux. Je dis avant que ma voix ne se perde, l'État, c'est l'état de merde. Dire que l'État eschatologique, c'est pas vraiment très sympathique. Pour la vraie fiente, le vrai crottin, qui engraisse si bien nos jardins. Comparer l'état d'état, de bouse, de purin, de lisier, c'est négatif comme postulat. On est quand même les héritiers de la grande révolution que le monde entier nous envie.
Mais la pauvre vieille pervertie, épuisée par la concussion, n'a plus vraiment grand-chose à perdre. L'État, c'est l'État de merde. Vive le PRU! L'État, après tout, c'est virtuel. C'est comme le bon Dieu et ses saints. Ça n'a pas d'existence réelle. Ça sort de nos esprits malsains. Mais ça commande à la justice, ça fait la loi et la police, ça joue avec le nucléaire. Ça décide si on fait la guerre avec l'argent des citoyens. Avouez que c'est quand même pas rien. Faut croire qu'on a l'esprit patraque pour supporter de telles arnaques. Masochiste, on aime bien marcher dans l'état de merde. Ça fait 60 ans que je respire, et plus ça va, plus ça empire. Hier, pour former ma jeunesse, j'ai eu ma petite guerre coloniale. Et puis 40 ans de promesses, raison d'état, discours moral, xénophobie et exclusion. Gouvernés par des maquignons, on se demande qui les a mis là. Pardi, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Demain, l'Europe du capital, la flexibilité mondiale. Désespéré, je m'asphyxie dans l'état de merde.